Quel serait le destin d'une France qui se serait soumise à l'ennemi? L'honneur, le bon sens, l'intérêt supérieur de la patrie commandent à tous les Français libres de continuer le combat là où ils seront. Bernard Canter, nous sommes ici chez vous, 16 rue de Toul, à Metz. Metz, où vous êtes né. Oui, je m'appelle effectivement Bernard Canter et je suis né à Metz, 16 rue de Toul. Vous êtes là dans la maison familiale. Oui, mes parents n'habitaient pas ici, mais habitaient dans le vieux quartier de Metz. C'était pas des gens riches, c'était des gens pauvres. Mes parents étaient colporteurs, c'était des petits commerçants qui faisaient du porte-à-porte et qui vendaient en faisant du porte-à-porte pour nourrir leur famille. Et ce qui les intéressait en premier, c'était d'avoir de quoi manger le Shabbat. Alors, il travaillait dur. Lorsqu'il est arrivé de Pologne, mon père, il a travaillé à l'usine comme manœuvre. Et ensuite, il a fait venir, lorsqu'il a eu un certificat de travail de l'usine, il a fait venir ma mère et mon frère Henri en France. Et puis de là, tout a démarré. Alors on va revenir justement sur ses origines polonaises et puis la tragique fin de vos grands-parents durant cette période 1940-1945. Ce qui fait qu'on vous retrouve aujourd'hui en Lorraine, c'est que vous êtes passé par Annecy et vous avez eu la chance de passer cette frontière. Alors vous êtes passé à Annecy le 27 décembre 1942 à 19h, à 17h, mais la gendarmerie, il y a un rapport d'arrestation à 19h. Qu'est-ce qui s'est passé entre 1940, ici où nous sommes à Metz, et 1942, parce que vous avez vous-même voyagé avec votre famille dans la France? Alors, il y a eu l'exode. Au fur et à mesure de l'avancée des troupes allemandes, nous nous sommes reculés vers la zone libre. Nous sommes descendus jusqu'à Bordeaux, où mon jeune frère est né. Et les Allemands rapprochés de Bordeaux, on a toujours essayé de leur fuir jusqu'au jour où nous nous sommes fait prendre et on nous a internés au camp de Lalande, à Mont, près de Tours, en Touraine. Ça veut dire que en 1940, quand il y a effectivement la débâcle de l'armée française et que les Allemands rentrent en France et commencent ici par le nord et l'est de la France, vous aviez conscience de ce que ça voulait dire ? Absolument. On a eu peur et on voyait que les autres partaient, que tout le monde fuyait. Les gens avaient peur, il n'y avait pas d'autre mot. Ils essayaient de s'en sortir, de s'échapper, de fuir l'avancée des troupes allemandes. La population juive ici de Metz, dans ce vieux quartier de la ville, savait ce qui se passait en Allemagne depuis 1933 ? Ils savaient ce qui se passait depuis 1933 en Allemagne, mais ils n'avaient aucune connaissance des camps. Ils savaient pas ils savaient qu'on les emmenait vers l'Est pour travailler, ils savaient qu'on les déportait, et ils savaient surtout qu'on les pourchassait parce qu'ils étaient juifs, c'est tout. Von einer neuen Revolution, von einer neuen Umwälzung, von einem neuen Aufstand wurde allmählich so intensiv, dass wir eine leichtsinnige Staatsführung darüber hätte hinwegziehen können. Man konnte nicht mehr alles das einfach als dummes Gerede abtun, das in Hunderten und endlich Tausenden von Berichten. Ce camp de Mont en Touraine, qu'est-ce que c'était exactement ? Alors vous étiez très jeune, vous aviez 3-4 ans, difficile peut-être de s'en souvenir, mais vous avez la chance que votre frère ait pu écrire un livre qui lui avait une dizaine d'années de plus que vous. C'était un camp d'internement qui préparait les gens à partir pour Auschwitz. Les gens étaient là-bas, c'était un camp qui était gardé par des gendarmes français et on regroupait les gens et au fur et à mesure, on les expédiait sur Auschwitz. On allait les expédier sur Auschwitz, on pouvait sortir du camp de temps en temps. Ma jeune sœur était sortie du camp et avait sympathisé avec une petite femme, mais on ne savait pas, qui faisait de la résistance. Elle s'est prise de sympathie pour ma sœur et elle a aidé mes parents à sortir du camp. Ce sont eux qui ont sorti pratiquement mes parents du camp. Ils leur ont dit « on va venir déporter les gens, venez, on vous sort du camp ». Alors cette dame et son mari nous ont fait donc tous sortir. Elle a caché mes parents, mon père chez elle pendant 8 semaines, dans la maison, sous un plancher, et elle lui a apporté à boire, elle lui a dit ne faites pas de bruit, on va voir ce qu'on peut faire, et ils ont fait tout ça bénévolement. Au camp de Mont, on peut rappeler qu'il y avait environ 500 femmes et enfants le 4 septembre 1940, des Juifs,
et qui pensaient là attendre naïvement la fin de la guerre. Mais de juillet à septembre 1942, 489 hommes et femmes, jeunes et vieux, avec parmi eux 144 enfants, sont déportés à Auschwitz pour y être exterminés. Je crois qu'il n'y en a que 14 qui reviendront. Oui, il y en a à peu près 14 qui ont survécu. Et on peut dire que Mons, le camp de Mons, était une antichambre d'Auschwitz. Et ce camp rassemblait des juifs et il y avait d'autres personnes. Il y avait des tziganes, il y avait des prostituées, il y avait certains politiques. Et votre famille, elle-même, a fait partie de ces rescapés. Oui, parmi ces rescapés, il y a les Canter. Donc c'était en 1941. Elle s'appelle Madame Liaume, Geneviève Liaume. Elle travaillait dans un café à Sorigny et elle se lia d'amitié avec notre famille, une famille juive qui était à proximité. Le père Jacques, le fils Henri étaient internés au camp de la Lande. Il y avait là-bas la mère Silla et les enfants Rose, 11 ans, Bernard, 3 ans et Michel, 1 an. Des internés disposaient de leur liberté dans la journée, mais fin 1941, des barbelés sont installés. Avant la fin des travaux, Geneviève conseille à Jacques et à Henri de ne pas rejoindre le camp et les accueille dans la ferme familiale. À l'insu des voisins et de la famille, ils resteront cachés 6 semaines avec le mari. Ensuite, Madame Liaume nous fera à tous traverser la ligne de démarcation à Reignac. Le restant de la famille, dont un bébé, franchira également la ligne après de nombreuses péripéties. Alors là, vous nous lisez effectivement ce qu'il y a dans un rapport pour la médaille des Justes. Oui. À ce moment-là, dans ce camp, de ce que vous en savez, puisque on vient de l'entendre, vous aviez 3 ans, dans ce camp de la Lande, est-ce que les personnes qui étaient là, les personnes juives en particulier, savaient quelle était leur destination ? Non. Ils savaient qu'on allait les déporter, mais ils ne savaient pas. Ils savaient qu'on les emmenait sur Auschwitz. Pour travailler. Pour travailler. Cette personne fait passer à votre famille la ligne de démarcation et là on vous retrouve quelques mois plus tard, je crois, du côté de Nîmes. C'est ça. Mais ce qui se passe, et qu'il faut souligner, c'est que cette famille nous a fait passer la ligne de démarcation dans une charrette dissimulée sous des fleurs. Et si on avait arrêté ces gens, parce qu'on leur avait dit qu'on n'avait pas d'argent pour les payer, pour quoi que ce soit, et Monsieur Liaume a dit à mes parents... Je n'ai pas besoin d'argent, je fais ça par conviction et je sais très bien que si on nous arrête, on subira le même sort que vous. Donc ils ont fait ça purement par patriotisme et par conviction. Ça c'est à souligner quand même. Ils font partie de ces justes effectivement qui sont décorés par Memorial Yad Vashem. Garde l'espérance, un autre temps viendra, ta souffrance demain finira. Garde l'espérance, ne crains jamais le sort. En silence, résiste et sois fort. Une étoile dira le retour de tes rêves, des anciens beaux jours. Et ta peine alors sera peine, car le monde chantera l'amour. À Nîmes, qu'est-ce qui se passe, puisque de Nîmes après, vous allez rejoindre Annecy, mais à Nîmes, qu'est-ce qui se passe ? À Nîmes, je sais une chose, c'est que mes parents ont travaillé dans une ferme à Quessargues, et ils ont essayé de nous sauvegarder, de nous protéger une fois à Nîmes, jusqu'à l'arrivée. Au fur et à mesure que l'arrivée des troupes allemandes arrivait et qu'on nous raflait, les rafles commençaient à venir. Nous avons fui au fur et à mesure jusqu'à ce qu'on arrive en Suisse. On savait que la Suisse, ça serait peut-être une porte de sortie. Alors petit à petit, on est arrivé à force de marcher, de croire...
11 novembre 1942, les Allemands rentrent dans ce qu'on appelait la zone libre, donc en particulier du côté de la Provence ou de l'Occitanie de Nîmes. Et là, donc, vous fuyez. Et ce qui fait que votre famille arrive à Annecy. Pourquoi Annecy ? Pour pouvoir passer en Suisse. Il fallait bien un point de passage. Et puis, ça avait été recommandé par des gens qui avaient fui également Mons, qui avaient pris le même cursus. Et puis qui cherchaient, c'était la porte de sortie pour la Suisse, il n'y avait pas d'autre moyen de rentrer en Suisse. Là, vous y êtes venu par vos propres moyens, il n'y a pas eu de filière qui vous ont... Il n'y a eu personne, c'est uniquement par nos propres moyens. Vous arrivez à Annecy, et je crois qu'à Annecy, c'est un couvent catholique qui vous accueille. Oui, c'est un couvent catholique. C'est un couvent catholique. Votre frère le raconte d'ailleurs dans un livre. Hein. Oui, mon frère le raconte dans ses mémoires. C'est un prêtre qui nous a aidés, qui nous a hébergés, qui nous a donné à manger, qui nous a cachés jusqu'à ce qu'on puisse partir. Et là, ça a été un certain nombre de jours parce que vous n'êtes pas passés tous en même temps la frontière. Ça a été pendant une petite semaine, jusqu'à ce qu'on puisse passer la frontière. Et on est passé la frontière en 2 fois, en 2 groupes. Le premier groupe, c'était ma mère, mon jeune frère et moi. Le deuxième groupe, c'était mon père, mon frère et ma sœur. Ça se passait dans le temps de Noël 1942. On imagine des Noëls assez différents de ceux qu'on vit maintenant au 20e, 21e siècle avec quand même pas mal de neige. Et le rôle assez important, déterminé et puis finalement très mûr et très adulte de votre frère Henri. Absolument, c'est lui qui avait tout pris en main. Il avait quel âge ? Il pouvait avoir 15-16 ans. Habillé en uniforme des Compagnons de France, c'est-à-dire ces camps de jeunesse qui avaient été formés par le maréchal Pétain. Oui, et grâce à ça, et grâce à ses faux papiers, il a réussi à s'introduire partout, pour qu'on ne nous ennuie pas trop sur le passage. On était sous sa protection. Peut-être rentrer un tout petit peu dans les détails, il était même allé quelques jours avant, dès que vous avez été hébergé au couvent, pour faire une reconnaissance. Absolument, il a été reconnaître les lieux avant. Il a été voir par où on pourrait éventuellement passer, voir si éventuellement il y avait une ouverture. Il a été reconnaître les lieux. Et puis alors, le 27 décembre 1942, c'est lui qui conduit votre maman, votre petit frère Michel et vous-même pour passer la frontière. Racontez un petit peu ce qu'il a écrit. Après qu'il ait vu passer une patrouille allemande en moto et en sidecar, il s'était dit que le champ était libre et qu'il fallait laisser le verre de lait qu'il m'avait commandé chez une aubergiste, qu'il fallait le laisser et que peu importe, il fallait essayer de passer à ce moment-là. Parce que le sidecar étant passé, la patrouille devait être passée également. Parce qu'il faut dire qu'en face de cette auberge qui se situe entre Annemasse et Saint-Julien, il y avait une ouverture qui permettait aux agriculteurs qui avaient des champs des deux côtés de faire passer leurs vaches. Exactement. Alors on a profité de cette ouverture pour passer. Il nous a fait passer par là, et à vélo, jusqu'à ce qu'on arrive, jusqu'à ce qu'on traverse avec les soldats français, les douaniers français derrière nous et qui nous criaient « Halte, 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 arrêtez-vous ». Et accueil alors des douaniers suisses ? Un accueil très bon, très chaleureux. Nous ont dit « Vous ne risquez rien, vous êtes en Suisse ». Alors je vous propose qu'à ce moment de l'émission, on entende justement le témoignage d'un parent de douanier qui justement a accueilli votre famille et vous a accueilli de l'autre côté de la frontière. Georges Tellier, votre grand-père a été, si on peut dire, en France on appelle ça un résistant. Mon grand-père était gendarme et dans toute cette période, il gardait la frontière, disons, entre Chênes et la douane de Verrier. Toute cette zone était contrôlée par la police genevoise et par l'armée. C'était leur boulot pendant la guerre de contrôler les frontières pour éviter que les gens rentrent sur le territoire suisse. Au contact direct des Allemands. Exact. D'un côté les Suisses, de l'autre côté les Allemands. Alors qu'est-ce que vous avez appris de l'attitude de votre grand-père ? Je savais que c'était aussi un bon vivant, que c'est un homme jovial et tout, mais on n'en a jamais beaucoup parlé dans le cadre de la famille concernant ces fêtes, donc ça restait un petit peu tabou sur le territoire suisse.
Je connais peu de l'histoire, mais enfin, suite à ce que j'ai eu avec M. Canter, je me suis intéressé un peu plus et que j'ai appris un tas de choses de ce côté, c'est-à-dire tout ce qui s'était un petit peu passé durant cette période. Mais je suppose que beaucoup de gens, comme mon grand-père, ont dû faire des passages, ont dû laisser rentrer beaucoup de gens. Donc, mais qui, quoi, comment, où, c'est un peu difficile à dire. Les détails, là, je ne connais pas. Voilà, on vient d'entendre donc ce parent de cette famille de douaniers qui a accueilli votre famille de l'autre côté de la frontière. Il faut dire que ça s'est reproduit quelques jours plus tard, parce que là, vous étiez passé, vous, le 27 décembre, et aux alentours du 1er janvier, deuxième convoi, avec cette fois-ci votre frère, votre papa et votre sœur Rose. Oui, ils sont passés 8 jours après, la nuit de Nouvel An, à peu près par le même chemin, parce que le chemin initial avait été bloqué. Ils ont trouvé une autre ouverture et ils sont passés. Avec d'ailleurs une espèce de prescience et une maturité de votre frère Henri qui est assez impressionnante, parce que il se rend compte, alors qu'il est avec son père et sa sœur dans le train entre Annecy et Annemasse, il se rend compte qu'ils peuvent être arrêtés à Annemasse et ils descendent avant. Ils descendent avant, absolument, ils sont descendus avant. Il a eu une intuition en se disant c'est bizarre, il n'y a pas de contrôle dans le train, vaut mieux descendre avant. Puis il y avait beaucoup de circulation sur la route, beaucoup d'Allemands qui se promenaient sur la route le long du chemin de fer. Alors ils ont préféré descendre avant d'arriver à Annemasse. Et là donc avec leurs deux vélos, lui sur le sien, mon père derrière, et ils roulaient l'un derrière l'autre comme des fous à passer la frontière sur la neige, à travers champs, jusqu'à ce qu'ils arrivent au poste de police, au poste de douane. Et là les douaniers leur ont dit on attendait votre passage. Oui, parce qu'alors il y avait eu quelques jours avant ce passage de votre maman et des rapports déjà avaient été faits par la douane suisse. C'était ma mère qui avait demandé aux douaniers, qui avait dit aux douaniers vous allez avoir mon mari qui va passer avec mes 2 enfants, je vous en prie, laissez-les passer. Donc les douaniers étaient prévenus. Ça prouve simplement que dans la vie, il vaut mieux avoir 1 gramme de chance qu'un kilo d'intelligence, parce que notre vie tenait à pas grand-chose. Il y a cet accueil quand même de la Suisse. Absolument, parce qu'ils étaient parmi les rares Suisses à nous laisser rentrer. Alors je ne sais pas si c'était parce que c'était le soir de Noël, s'il y avait eu un moment de gentillesse, ça aurait pu être une désobéissance, on ne sait pas, parce qu'ils avaient interdiction de laisser rentrer les gens, les Suisses. Ils les refoulaient. Bernard Canter, quand vous êtes vous-même enfant de 3 ans avec votre petit frère Michel, votre maman Cilia, votre papa Jacques et votre frère Henri et votre sœur Rose en Suisse, qu'est-ce qui se passe pour la famille? Vous restez unis jusqu'à la fin de la guerre là-bas? Nous avons tous été dispatchés. Ma mère a été mise dans un camp à Montana. Mon frère est né dans un camp d'abord à Raron et ensuite à Morgin, où il était avec mon père à Morgin. Ma sœur a été placée dans une famille juive à Bâle, où elle n'était pas très heureuse. Moi, j'étais placé chez des gens à Winterthur, à côté de Winterthur, dans un petit village qui s'appelle Seuissart. Des gens qui ne voulaient pas me rendre après la guerre. Une famille protestante. Une famille protestante qui ne voulait pas me rendre après la guerre. J'étais tellement apeuré que ces gens m'ont amadoué, m'ont pris à ma mère avec un morceau de chocolat. Je revois encore ces gens actuellement. Il y a quelques années, j'ai parlé avec une de ces personnes, c'est-à-dire les enfants que j'ai connus dans cette famille, et je leur ai demandé devant ma femme, parce que je n'en croyais pas mes oreilles, est-ce que c'était vrai que vous ne vouliez pas me rendre après la guerre? Et la dame m'a dit oui, nous ne voulions pas te rendre après la guerre. Nous voulions te garder après la guerre. Il y avait des explications à donner là-dessus. C'était quoi, l'attachement à un jeune enfant? C'était l'attachement. Et lorsque ma mère est venue me rechercher, je ne voulais pas partir avec ma mère. Je disais à ma mère Frau, Madame, et aux gens qui m'avaient recueilli, maman et papa.
Alors c'est bizarre ce qui peut passer dans la tête, parce que lorsque j'ai appris que ces gens-là ne voulaient pas me rendre, qu'ils voulaient à tout prix m'adopter, il y a des moments où je me posais des questions, étant devenu adulte, et si c'était eux mes vrais parents? Ce sont des questions qu'on peut se poser, puisque je ne savais pas que j'avais des parents. Alors la famille Canter se retrouve quand et comment en 1945 à Metz? Alors en 1945, mon père s'était arrangé pour que nous soyons tous à Morgin, tous au camp à Morgin. Il s'est débrouillé pour tous nous ramener à Morgin et nous ramener tous à Metz. Et pourquoi à Metz? Des Suisses lui avaient donné plusieurs possibilités. Il lui avait demandé où, après la guerre, où il voulait se rendre. Au départ, mon père voulait se rendre en Palestine. Ma mère ne voulait pas. Et il a dit finalement, on va retourner à Metz. C'est là-bas qu'on a des attaches. C'est là-bas qu'on peut s'exprimer, parce qu'on parlait allemand à Metz. Mes parents parlaient très mal le français. Et puis, mon père a dit, j'ai assez mangé gratis en Suisse dans les camps. Je reveux ma liberté, il nous a tous ramenés à Metz. Comme ça qu'on a tous atterri à Metz. Avant de reparler de ce qui s'est passé après et du regard que vous portez sur cette période, quelques mots peut-être sur ces camps. Il y a d'abord le premier camp, si on peut dire, où on regroupe, où on accueille les familles. Donc là, c'est à Champel, c'est dans la banlieue de Genève, dans des communes aujourd'hui qui font partie de la communauté d'agglomération de Genève. Et puis ensuite, il y a ces camps que vous évoquez. Alors ce sont des camps où on y fait quoi? Parce que là, il n'est pas question de déportation, d'extermination. Non, c'est une sorte de travaux forcés. Ce sont des camps de travail. Mon frère, par exemple, à Raron, a construit des routes. Mon père s'occupait, il a eu la chance, il travaillait aux cuisines. Mais il y avait des gens qui travaillaient aux champs, c'était de l'esclavage. On ne demandait pas à être payé, mais c'était de l'esclavage. Et chose là, il y a peu de temps, j'ai vu des personnes qui habitaient le Montana, à Cran-Montana. À cet l'emplacement du camp, il y a un hôtel. Monsieur que j'ai vu, c'était un monsieur originaire de là-bas, qui pouvait avoir 75 ou 80 ans aujourd'hui. Ce monsieur me disait, le camp, on n'a jamais entendu parler de ce camp. Pour moi, c'était un champ où on cultivait des pommes de terre. Ils n'ont jamais, même les Suisses ne savaient pas ce camp, ne connaissaient pas ce camp, ou ne voulaient pas le connaître. Vous êtes quand même reconnaissant pour la Suisse qui vous a accueilli? Absolument, absolument, parce que si les Suisses ne nous auraient pas laissé rentrer, je ne serais pas en train de vous parler. C'est sûr, on leur doit beaucoup aux Suisses. En 1945, bien sûr après la capitulation nazie, mais à quel moment dans l'année 45 vous vous retrouvez ici à Metz? Je pense que ça devait être en été. Je pense que c'était en été. Et là, la famille a repris ses habitudes, a retrouvé peut-être d'autres familles juives? La famille a retrouvé des survivants, des rescapés. Puis, vous savez, il y avait un lieu commun, c'était la synagogue, hein. On se retrouvait à la synagogue pour compter les gens, pour voir qui était là et qui n'était pas là. On essayait de se retrouver, de retrouver ses repères. Au fil de cette émission, Bernard Canter, où vous nous donnez un petit peu de cet itinéraire entre Metz pendant 5 années de guerre, il y a peut-être aussi le regard que vous jetez maintenant, 65 ans après, sur ce qui s'est passé. Alors c'est quoi votre regard d'adulte à 70 ans passés sur cette période? Enfin, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On a eu de la chance, c'est tout. On a eu de la chance et là je me suis rendu compte que le racisme et l'antisémitisme c'est une chose qui est très dangereuse. On n'en parle pas suffisamment. On devrait informer les gens. On devrait plus raconter cette pudeur qu'on a eue tout de suite après la guerre. Il y avait une certaine honte, une certaine gêne à dire qui on était, d'où on venait et ce qu'on avait fait. Et je pense que la jeunesse d'aujourd'hui ne sait pas tout ça, ou ne veut pas le savoir, ou s'en fiche un peu. Alors il faut quand même essayer de leur dire. Et les gens, vous avez des survivants des camps qui viennent faire des conférences et qui viennent... Il faut supporter ces gens-là, aider ces gens-là pour que toutes ces choses n'existent plus. Parce qu'il n'y a pas de raison que... À cause d'une religion, on essaye de vous détruire, parce que c'est ce qu'on a essayé. Et finalement, ceux qui ont gagné la guerre en 1945, ce sont les Juifs. Hitler a essayé de les détruire, il n'a pas réussi à les détruire. Donc les Juifs ont gagné, ils sont encore là. Heureusement qu'ils sont encore là.
Et pourtant, vous nous le disiez en préparant cette émission, votre famille, vous n'avez pas été des juifs honteux, c'est-à-dire fiers de leur identité, et en même temps avec une volonté de retrouver la communauté française. Absolument. Qu'est-ce que ça veut dire que vous n'avez pas été des juifs honteux ? C'est qu'on n'a pas eu peur de dire que nous étions juifs. Même professionnellement, la première chose que je faisais lorsque j'allais voir un de mes employeurs, c'était de lui dire si j'étais juif et s'il n'avait pas d'objection à ce qu'un juif travaille pour eux. À certains, j'aurais dit que j'étais juif. Ils m'ont dit « Ah bon, vous êtes juif ? Tiens, on ne savait pas. On pensait que vous ressembliez à autre chose. » Je lui ai dit « Pourquoi ? Vous les voyez comment, les juifs ? Ils sentaient mauvais, ils sentaient... » Non, mais on ne s'imaginait pas que c'était comme ça. Ils n'avaient jamais vu des juifs, des gens de la France profonde. Écoutez, Bernard Canter, je vous remercie de nous avoir accueillis ici chez vous à Metz pour nous parler de la période 1940-1945 et puis de cet exil qui, un jour de décembre 1942, entre Noël et le jour de l'an, est passé par Annecy en direction de la Suisse. C'est moi qui vous remercie. Quel serait le destin d'une France qui se serait soumise à l'ennemi ? L'honneur, le bon sens, l'intérêt supérieur de la patrie commande à tous les Français libres de continuer le combat là où ils seront